toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air pour une nouvelle émission dédiée à l'Eurocup. Et ça y est, après une un petit peu trop longue, on peut le dire, saison régulière, voilà venu le temps des phases finales de l'Eurocup. Alors elles ont déjà commencé avec les huitièmes de finale. Paris va, va effectuer son quart de finale jeudi 14 mars à 20h45 à l'Adidas Arena. On connaît désormais l'adversaire du Paris Basketball. C'est pour ça qu'on va pouvoir effectuer la preview de ce quart de finale qui opposera les Parisiens à la Juventud Badalone, un club que Paris a déjà pu affronter à 2 reprises cette saison en Eurocup. Donc voilà, on va pouvoir présenter ce quart de finale avec Corentin, que je salue déjà avant de faire le petit sommaire de l'émission du jour. Salut Corentin. Salut Lilian, salut à tous, très content de vous retrouver pour parler de Paris. Et oui, parce qu'on va présenter du coup en long, en large, en travers ce quart de finale face aux Espagnols. Alors pour débuter, on va d'abord quand même parler un petit peu de Paris. On va voir comment Paris arrive sur ce quart de finale, quelle est la forme du club de la capitale. Et ensuite, ce sera quand même le principal de ce podcast. On va parler de l'adversaire du Paris Basketball, de la Juventud Badalone, revenir sur leur début, sur leur saison régulière d'Eurocup, présenter cette équipe. C'est surtout pour ça que tu es là, Corentin. Toi, tu vas nous donner la lumière sur cette équipe espagnole, un petit peu nous donner quelles sont les grandes lignes de cette équipe. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu dans la match-up, dans qu'est-ce qui seront les clés de cette rencontre, de ce quart de finale pour Paris. Donc voilà, mais commençons donc du coup avec le club de la capitale. On n'avait pas fait de podcast pour la fin de la saison régulière parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas forcément eu d'autres éléments à mettre en exergue, tellement Paris, comme toutes sur l'ensemble de la saison régulière d'Eurocup, a roulé, on va dire, un petit peu sur la scène continentale. Paris, sur les derniers matchs d'Eurocup, a étrillé Ljubljana, a battu Beşiktaş, qui était la seule équipe à avoir battu Paris lors de la saison régulière, et a également, lors de l'avant-dernier match, battu Badalone. Corentin, pour revenir rapidement sur cette saison régulière de Paris en Eurocup, est-ce que le plus impressionnant, c'est pas la régularité du club parisien? Je l'ai pas dit, mais 17 victoires, une seule petite défaite. Paris, sur l'ensemble de la saison régulière d'Eurocup, alors qu'il y a eu des petits moments un petit peu de relâche en championnat par rapport en championnat français avec la fatigue des matchs accumulés. Mais en Eurocup, il n'y a jamais eu de baisse et c'est peut-être ça le plus impressionnant, la régularité des hommes de Thomas Isalo à l'échelon européen. Clairement, on sait qu'en Eurocup, c'est pas forcément facile en plus, puisque tu vas souvent jouer loin, tu vas jouer contre des équipes qui ont un scouting assez fort, et accessoirement, tu as aussi la difficulté de combiner avec le championnat. Donc, saison d'Eurocup maîtrisée, bravo, c'était le projet. Tu vois que Paris a passé, c'est même pas une étape, hein, c'est deux, trois paliers au niveau européen. Et voilà, c'est dans le projet, en espérant qu'ils aillent au bout pour ensuite avoir une petite place en Euroleague. À noter que hier soir, à l'heure où on enregistre, Beşiktaş a éliminé Gran Canaria Mm. dans un match surprise de Trainard. Je recommande à tous les amoureux de basket de regarder ce match. Voilà. Ouais, on pourra faire un point en fin d'émission sur un petit peu déjà les équipes restantes. Est-ce qu'il y a eu déjà des surprises? Grande Canaria en fait partie. Et ce qui est intéressant pour Paris également, c'est qu'ils arrivent sur ce quart de finale d'Eurocup avec également le plein de confiance en championnat. Paris a eu un mois de février plutôt prolifique, notamment évidemment avec le premier titre de l'histoire du club, la Leaders Cup 2024. Mais Paris avait également débuté ce mois de février par 2 victoires en championnat. Paris là redémarre également le mois de mars avec des victoires. Alors pour être honnête, on enregistre avant le déplacement à Dijon. Donc si jamais il y a des choses qui se passent à partir de ce moment-là, on va pas forcément les évoquer dans cet épisode. Mais voilà, Paris qui a enchaîné là au mois de mars, enfin fin février, début mars, des victoires face à des équipes mal classées, mais il faut quand même le faire face à Blois et Gravelines Dunkerque. Donc Paris arrive vraiment en pleine confiance sur ce match. Est-ce que Corentin, toi, tu as pu voir un tout petit peu les matchs que Paris a disputés en Leaders Cup? Qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans les prestations que tu as pu voir de Paris à l'échelon national cette fois? Ouais, je dirais c'est la capacité à fournir de l'énergie et du jeu cohérent
tout au long de la saison en championnat. C'était super intéressant dans la mesure où c'est compliqué en championnat de France d'avoir une débauche physique constante et un projet que tu mènes de bout en bout. Et là, ça a été le cas, donc bon, on verra bien en playoff, bien sûr, hein, mais c'était très intéressant. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en championnat de France. Si tu veux, la structure de l'équipe ne s'est pas délitée. C'est super satisfaisant. Ouais et surtout qu'en plus, il y a eu des petites absences, notamment à la Leaders Cup. Bah, il y a aussi le fait que Paris ne peut pas aligner tous ses joueurs étrangers, mais il y avait, Tyson Ward qui n'a pas pu jouer en finale. Il y a des joueurs qui se sont révélés également. Mehdi Nguama qui est un petit peu la révélation de cette compétition et bah, ça a permis de voir à Paris alors évidemment, Short, ça fait une énorme Leaders Cup et c'est évidemment sur son meneur américain que Paris va évidemment s'appuyer pour aller au titre en Eurocup. Mais Paris voilà, a surtout aussi, et c'était l'une des, je pense, allez, il y a deux satisfactions sur ce week-end à Saint-Chamond. Paris a battu, j'ai envie de dire, enfin une grosse équipe, Monaco, sur lesquelles elle s'était, un petit peu cassé les dents cette saison et même plus globalement, elle s'était cassé les dents sur le top 4 de la Betclic Elite, sur la JL Bourg, sur, l'Asvel et sur Monaco. Paris a un petit peu mis fin à cela en dominant, Monaco en demi-finale de la Leaders Cup et également, deuxième aspect, Paris a réussi à sortir 3 grosses prestations, 3 jours de suite alors qu'on pouvait avoir des petites inquiétudes potentiellement à la fois sur ces matchs couperets et sur l'enchaînement que Paris peut avoir, parce que Paris met une grosse intensité sur ses rencontres, mais quand tu enchaînes 3 rencontres de suite, un petit peu un rythme NBA, c'est pas forcément évident de réitérer ça sur 3 jours consécutifs. Donc voilà, ça c'est des gros motifs de satisfaction pour Paris à l'approche pardon, des playoffs d'Eurocup, Corentin. Très clairement, on sent l'équipe concentrée, focus. Euh, En fait, ça renforce juste le sentiment qu'on avait quand ils ont été chercher ce coach et que ça devenait le Paris Bonne Télécom, quoi. Mmh. Euh, Ben, forcément, à la fin de la saison, ça paye. Et puis de voir éclore un gamin comme Nadir Ifi, bah, ça régale. En fait, tout y est, en fait, pour que les objectifs soient validés. Un premier titre. Tu vas faire des playoffs, je pense, qui vont être assez convaincants. Même s'ils ne gagnent pas le titre, au final, je pense que le principal a été fait avec un premier titre cette saison. Et je pense qu'à l'arrivée, il y en aura un deuxième, parce que avec le fait que Grand K est tombé et qu'il reste des équipes prenables pour Paris, qu'elle a déjà battues, je pense qu'ils peuvent aller au bout. Et sûrement, oui, un titre de leadership qui aura donné, fin à Paris bah, pour en engranger un nouveau avec, l'Eurocup évidemment. Alors voilà, passons désormais à la présentation pardon, de la Juventud Badalone. C'est un petit peu ce qui nous intéresse, savoir, bah, quel est le style de jeu de cette équipe, quels joueurs, bah, quels en sont les joueurs majeurs, quelle est également l'histoire de ce club un petit peu à la fois à la fois en Espagne et également, sur la scène européenne. C'est quand même un club qui compte depuis de nombreuses années. Moi, si je peux donner quelques indications aux éditeurs du podcast, purement statistiques, pour voir un petit peu comment Badalone a traversé cette saison d'Eurocup. Badalone qui était dans le groupe de Paris, qui a terminé cinquième de la saison régulière. Alors Badalone, un petit peu en chiffres, c'était la huitième attaque de l'Eurocup cette saison sur l'ensemble des équipes, hein, sur les deux groupes, avec 86 points par match. C'était une équipe plutôt à droite à 3 points, 39%, le troisième meilleur total, mais qui shoot beaucoup moins que Paris, à longue distance, il faut bien le dire. C'est également une équipe qui était neuvième au rebond. C'est une équipe alors qui m'a l'air assez, tu me diras ce que t'en penses Corentin, mais assez conservatrice, qui va pas forcément provoquer beaucoup de pertes de balles adverses et qui, euh, de son côté, par contre, n'est pas trop dispendieuse avec le ballon. C'est la cinquième équipe qui perd le moins de ballons cette saison en Eurocup. Donc voilà un petit peu pour la présentation chiffrée. Est-ce que Corentin, alors peut-être avant de rentrer dans l'aspect purement basket, et avant on parlera ensuite des confrontations entre Paris et Badalone cette saison, mais est-ce que tu peux un peu nous parler de l'histoire de cette équipe, quelle est un petit peu voilà, son histoire, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être assez court. C'est un club légendaire. C'est le seul club avec le Real Madrid qui n'est jamais descendu en deuxième division espagnole. Voilà. Ça donne un peu une idée de l'importance du club. Il joue dans une salle, le pavillon olympique, je crois que c'est 12 000 places. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée.
C'est aussi un des seuls clubs, voire peut-être même le seul, qui a gagné l'Euroleague, l'Eurocup, l'Euro Challenge et la Korac Cup, la Coupe Korac, pardon. Voilà, c'est assez énorme. Je vous parle pas des coupes et des championnats d'Espagne. C'est un peu le club formateur espagnol, avec son pendant, les Estudiantes à Madrid. Badalone est à côté de Barcelone, donc c'est là l'usine à champions de la Catalogne. On a Ricky Rubio, Raúl Lopez ou Rudy Fernandez qui sortent de cette usine à champions. Du coup, c'est un club légendaire que va affronter Paris avec ce que ça implique. Ça implique une école de jeu derrière, avec un coach euh, Carles Duran qui sort de cette école-là, et puis beaucoup de jeunes talents dans cette équipe, des jeunes talents qui n'ont pas brillé lorsque Paris les a affrontés, puisque c'était un peu short, n'est-ce pas TJ? Ouais, je l'ai glissé celle-là. Elle était Et facile. elle était facile. Ouais. Mais par contre, c'est des talents qui peuvent se révéler pardon, extrêmement importants sur des entames de match et des fins de match lorsque l'énergie vient à manquer. Et au niveau de alors du est-ce que c'est toujours la même chose? Tu parles de l'école de jeu un petit peu. Est-ce que là, la Badalone en 2023-2024, est-ce que c'est toujours la même chose? Le fait de beaucoup se passer le ballon, de chercher entre guillemets «le panier le plus facile» et celui qui sera le plus efficace? Ouais, il y a de ça. Il y a, oui, il y a le fait de vouloir faire la bonne passe et d'amener une dimension de jeu qui est que les joueurs doivent prendre du plaisir et on doit arriver au bout du compte à quelque chose d'efficient. Euh, Malgré tout, c'est pas une équipe qui est spécialement le cliché des équipes à l'espagnol, tu sais, avec une grosse pression défensive et un énorme jeu de transition. C'est pas le cas là. Par contre, comme tu l'as très bien dit, c'est une équipe qui aime le beau jeu collectif. Franchement, si vous regardez la Liga ACB, c'est une des équipes les plus plaisantes, même si cette saison c'est moins plaisant que les saisons précédentes. C'est une équipe qui aime beaucoup se passer le ballon et qui aime le beau jeu. Vous avez beaucoup de joueurs bien académiques. Les vétérans qu'il y a, c'est simple, les Pau Ribas, les Guillem Vives, les Ante Tomic, c'est des joueurs ultra académiques dans une école de jeu espagnole européenne, mais qui font le boulot. Et donc du coup, c'est un peu à contrario de Paris qui joue up tempo, qui va vouloir mettre des 3 points. C'est une équipe qui est un peu à l'opposé de ça, mais qui malgré tout, que ce soit avec son coach ou avec des joueurs très intelligents et qui peuvent apporter du physique, mais également du tir, peut s'adapter. Des Shannon Evans, attention à lui, des André Félix ou sinon Andrew Andrews, c'est des mecs qui ont cette capacité à accélérer et ils sont là pour ça, à l'image de Shaquille McKissick à l'Olympiakos. Donc ils ont cette capacité à faire ça, mais en même temps, tu as des vétérans qui apportent les minima de cohérence de jeu, je les ai cités précédemment, et des petits jeunes qui également peuvent envoyer de l'impact et de l'énergie quand les vieux sont fatigués. Donc ça va être deux confrontations qui vont être très intéressantes. Est-ce que si on regarde, justement, tu citais leur classement, qu'ils avaient un petit peu de difficulté en Liga Endesa, ils sont 8e, mais quand je vois que, par exemple, une équipe comme Baskonia qui est en Euroleague est 9e, est-ce que aussi la densité, de la Liga Endesa surtout j'ai l'impression cette saison avec des équipes comme Murcie, avec l'ancien joueur, parisien Dustin Sleva, est-ce que, Mhm. bah, il faut pas forcément s'y atteler, quoi? Ça veut pas forcément attester que cette année, Badalone est un peu plus en retrait que peut-être les autres années, quoi? Ouais, cette question est super pertinente. Euh, il y a beaucoup de choses. Il y a que déjà la Liga Andesa, c'est 18 équipes, ce qui est assez énorme. Et le fait que tu aies des équipes comme Murcia, Granca ou Tenerife qui, depuis 5 6 saisons, trust à chaque fois les playoffs ou s'en approchent, et bien forcément, tu as certains qui redescendent. Et Badalone, on se le rappelle, il y a quelques saisons, ils ont failli faire faillite. Donc, c'est une équipe qui, malgré son académie de jeu, son histoire, euh, revient depuis 3-4 saisons après avoir été au bord de l'implosion. Donc son classement en Liga ACB n'est pas vraiment révélateur. Puisque bah, quand tu vois, et tu l'as très bien cité, hein, Baskonia et Badalone en 8-9 et devant tu vois Murcia ou Malaga, eh bien ça se comprend. Certaines n'ont pas la pression de jouer l'Euroleague ou l'Eurocup en semaine, donc peuvent se concentrer sur ces matchs-là. Et puis c'est un basket très cérébral, le basket espagnol, et énergique à la fois. Donc tu peux très facilement perdre une ou deux confrontations bah, qui vont te faire redescendre de 3 places. Et c'est ça qui est beau.
Ouais, et surtout ils ont perdu en cours de saison celui qui était leur meilleur marqueur à ce moment-là, Deschamps Thomas, qui a signé à l'Asvel depuis. Donc ça a dû être aussi un petit peu un coup dur pour eux quand même de alors il a joué par exemple une dizaine de matchs en championnat espagnol. Il en a joué, également un peu en Eurocup, mais c'était à ce moment-là leur meilleur marqueur, plus de 15 points. Est-ce que ça change leur style de jeu? Parce que Deschamps Thomas, c'est un ailier fort qui est plutôt dans le jeu à mi-distance, au post-up. Est-ce que ça change un petit peu leur jeu, ça? Clairement, tu as soulevé un point, alors Deschamps Thomas, c'est un Bah, qui n'avait aspirateur pas à joué ballon. au match aller contre Paris, hein, donc il y aura pas forcément Mmh. de différence à ce niveau-là, mais voilà, je te laisse poursuivre. Ouais, tu raison, il a pas joué au match aller, mais c'est un aspirateur à ballon, le type. Il refuse jamais un tir et le terrain est un peu en pente, quoi. C'est vrai que je l'ai vu notamment quand il était à Milan. En défense, c'est pas foufou, il donne des fautes faciles, c'est typiquement le cliché du joueur qu'un où si tu lui donnes 100 shoots, il va prendre les 100, en fait. Il va pas se poser la question de passer la balle, même s'il a raté les 99 autres. Donc voilà, typiquement. Tu veux que je revienne un peu sur les matchs, précédents ou Oui, bah, tu penses allons-y, pas? ouais, sur les confrontations de Paris cette saison. Alors, parce qu'elles ont quand même été plutôt accrochées. Mmh. À chaque fois, je vais reprendre les scores devant moi. Paris avait. Alors, le premier match était au match aller. 94-101, c'était après prolongation. Ça a failli être la première défaite de Paris en Eurocup cette saison-là. Et donc, à 3 matchs de la fin, Paris avait reçu Badalone. Et encore une fois, alors là, ça n'avait pas été en prolongation, mais Paris avait dû s'appuyer sur un gros Nadir pour finalement l'emporter. Mais oui, alors dis-nous, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ces confrontations face à Badalone? Moi, de ce que je m'en rappelle, c'était toujours acharné et que Paris n'avait pas forcément réussi à installer son jeu rapide comme ils ont souvent su le faire en Eurocup, également en championnat de France, mais comme ils ont souvent su très bien le faire en Eurocup. Eh bien, c'est super pertinent ta question puisque, si on regarde bien, le premier match, pour moi, je veux pas être dur avec Paris, mais c'était un peu pas un coup d'épée dans l'eau, mais tu voyais qu'il y avait de nombreux absents. Ils ont envoyé des jeunes et du coup, j'étais très surpris du fait que, Badalone, propose un jeu aussi pauvre. Voilà. On va dire, qu'il comptait pas vraiment. Le deuxième match, très serré. Psychologiquement, Paris était qualifié pour les quarts et accessoirement, je pense que Badalone, s'en est servi de match pour les juger, si tu veux. Pour, se dire: «OK, dans les croisements, ça va être un peu comme ça, d'accord. Quelle stratégie vont-ils adopter?» Voilà. On va avoir, je pense, un prochain match qui n'aura rien à voir avec les 2 précédents. OK, très bien, et bah, surtout alors mentionnons-le quand même, c'est un peu une confrontation qui certainement, alors selon comment va se dérouler la partie, mais qui sera certainement tendue au vu des 2 affrontements précédents. Le match Mmh. aller alors avait été marqué apparemment par des cris racistes, alors ça reste à confirmer, les joueurs parisiens s'en étaient plaints, le club espagnol avait réfuté. Mmh. Donc voilà, bon, la vérité se trouve certainement un petit peu entre les 2. Et au match retour, il y avait un petit peu eu des tensions entre l'entraîneur de Badalone et le banc parisien. Donc on sent que c'est également une rencontre où, ben, forcément, ce sera un quart de finale sur un match sec, ce sera forcément, tendu, donc ça peut un peu, s'il y a des frictions entre les joueurs, et forcément, ouais, les joueurs se souviennent des confrontations précédentes, ça peut aussi avoir un aspect sur si une des 2 équipes entre guillemets, «dégoupille», ça peut avoir son rôle, sur le résultat final, Corentin. Ouais, tu tout dit. Alors, le fait d'avoir un match sec, je trouve ça incroyable. Moi, j'aime beaucoup ça, do or die, et puis ça laisse aussi imaginer pour le perdant, ce qui aurait pu se passer. Mais bon, récapitulons. Je pense que oui, ça va être très compliqué, pour les joueurs. Je pense pas qu'il y ait énormément de Badalonnais qui fassent le déplacement à Paris. Malgré tout, s'il y en a, il faut savoir que c'est un public qui est très, très chaud, et que c'est connu pour être une grosse communauté de supporters fidèles en Espagne. J'espère qu'il y aura pas d'incidents qui vont émailler la partie. Par contre, enfin, à l'extérieur, j'entends. Par contre, lors du match, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse tension. Paris doit gagner. Je pense que Paris va tout de même s'imposer malgré tout, sauf grosse surprise, parce que je trouve Badalone pas assez convaincant et pas assez conquérant sur cette saison. Voilà. En début de saison, on aurait pu penser que eux et eux et Granca, c'était les favoris. Pourtant, un dernier mot sur un peu vraiment concentré sur Badalone, ils ont quand même un peu réalisé
une perf, quand même en battant, Oui, Ulm en huitième de finale déjà à l'extérieur. On s'y attendait peut-être pas forcément. On voyait Ulm plutôt bien finir la saison, notamment, bah, avec Paco Mdadé, l'ancien Parisien, oui. qui a eu des responsabilités comme depuis toute cette saison, qui a joué, 17 minutes contre Badalone pour 7 points. Mais au final, bah, Badalone, ils ont un petit peu, créé l'exploit. Alors notamment, on reviendra sur lui, mais grâce à leur, meneur Andrés Félix, 28 points, sur cette rencontre, 9 sur 11 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points, 6 rebonds, 6 passes. Enfin bref, il a fait un petit peu une masterclass pour permettre à Badalone de se qualifier. Est-ce que tu as pu un petit peu voir cette rencontre, Corentin? Qu'est-ce qui a fait que là, Badalone a pu réaliser l'upset, disons-le ainsi? J'ai été très intéressé au fait de regarder cette rencontre, puisque bon, d'un côté, tu as 2 usines à champions en fait, hein. Ulm, depuis 2-3 saisons, s'est placé un peu comme le fait d'acquérir C'est des l'usine jeunes. NBA pour les prospects NBA, quoi, à peu près. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et ce qui a, je pense, pas mal de faire ce genre de raisonnement. On pourrait faire un épisode là-dessus d'ailleurs. Mais, euh, mais pour le coup, Badalone a su en fait les prendre à leur propre jeu, puisque tu avais Félix qui a énormément joué sur du mid-range, de la transition. Et je pense que Ulm s'y attendait pas. Ils ont voulu jouer dur et leur résister à l'intérieur. Et puis lui, il a fait une masterclass parce qu'au final, sur les changements de défense, il a su s'adapter et envoyer comme il fallait et jouer juste en fait. Pour la petite histoire, Monsieur Félix, Monsieur Joyeux, c'est la signification de son nom en espagnol, il a le style de jeu qui va avec. Le gars déjà, il fait un 1,88. Je pense que c'était TC parce que et avec les chaussures, parce qu'à mon avis, il fait pas la taille là, très clairement. On n'est pas sur du David Holston, mais on est sur un profil assez rablé, trapu. Il fait pas un 88, je pense. Et surtout, c'est Jean-Michel dispendieux, quoi. Il a l'habitude de jouer, d'être assez spectaculaire, d'envoyer un ballon dans les tribunes par match. Voilà. Là, il a été très propre. Ça n'arrivera pas deux fois. OK, très Ce bien. mec joue pas aussi juste qu'il l'a été contre Ulm. Il a sorti une masterclass. Je pense pas que ça sera pareil contre Paris. Il aura pas les mêmes défenseurs en face. Oui, et il aura un sacré, opposant, face à lui. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais passons du coup, bah, un petit peu dans notre dernière section, les clés de la rencontre, comment Paris peut prendre l'avantage sur Badalone? Comment Badalone peut un petit peu contrer, le jeu parisien? Parlons d'abord, on va d'abord aller dans la peinture, et tu voulais nous parler notamment d'une relation, alors non pas intérieur-extérieur, mais intérieur-intérieur. Parle-nous-en, Corentin. Pour moi, c'est la clé du match. C'est-à-dire qu'on a un effectif de Badalone qui a énormément de gamins, mais ça joue très intelligemment. Je pense que la relation intérieur-intérieur entre le 4 et le 5 va être super pertinente. C'est là où ils vont pouvoir faire mal à Paris. Je m'explique. Brodzianski et Tomic, ça fonctionne très bien ensemble les deux. Ruben Prey est assez jeune, mais très intelligent et il va pas forcément rechercher de l'impact physique, mais il va être dans l'intelligence de bien lire ce que son 5, que ce soit Cook ou Tomic, font pour aller marquer des paniers faciles. Et ça, typiquement, c'est une force à laquelle Paris s'est que très peu, on va dire, frotté cette saison. Il y a du Monaco qui peut être très intelligent dans le sens-là, mais avec des profils, on va dire, comme Donta Hall ou Moti Younas Plus qui sont un peu athlétique peut-être différents. aussi. Ouais, plus athlétique, ouais. Là, ça va être le cerveau. Il va y avoir du jus de cerveau sur le terrain, quoi. J'espère que Kratzler et consorts vont se mettre au niveau. Je pense que oui, ça va être le cas. Mais, euh, mais ça va être très intéressant de voir les mouvements en fait autour de la raquette. Parce que typiquement, tu as du Ante Tomic qui peut shooter, qui peut prendre du recul. Brodzianski, pareil. L'un et l'autre vont se faire des écrans. Le jeu au poste de Tomic est un des meilleurs d'Europe. Donc je pense que ça peut leur faire très mal. Ce serait très intéressant de voir la proportion de paniers dans la raquette de nos amis espagnols après le match. D'autant que le secteur intérieur de Paris est son point faible cette saison. Donc Mhm. c'est un petit peu force contre faiblesse. Et Paris qui a également, alors au-delà du niveau intrinsèque de ses joueurs à l'intérieur, a parfois des problèmes de faute. Leon Kratzer, il peut parfois prendre deux fautes très rapidement. Michael Kessens,
c'est un petit peu, des fois, il peut également avoir cette propension à prendre rapidement des fautes. Donc ça pourrait jouer. D'autant que un Enzo Charvin, qui a été plutôt bon cette saison en Eurocup. Est-ce que là, sur un match de cette importance, est-ce que Tuomo Massidalo lui fera confiance? Il sera Mmh. peut-être obligé en fonction du contexte de la rencontre. Mais il y a également à noter que ces derniers temps, alors à la fois Enzo Charvin, Colin Malcolm et Nguama n'ont pas pris part aux rencontres de Paris. Alors normalement, Colin Malcolm devrait revenir soit pour le match de Dijon, soit pour le quart de finale. Mais voilà, potentiellement, il y aurait peut-être des petites absences qui feraient que la profondeur de Paris ne serait pas aussi grande qu'à l'accoutumée. Et si tu as des problèmes de faute, potentiellement, ça peut t'embêter. Et si tu dis qu'en plus, bah voilà, Badalone aurait peut-être bonne idée d'insister peut-être encore plus qu'à l'accoutumée à l'intérieur pour mettre Paris dans la pénalité, dans la difficulté au niveau de la gestion de ses hommes. Ouais, Et en plus, ce sont des joueurs intelligents, donc forcément, ils ont un Ante Tomic, on se doute qu'il a le vice pour provoquer les petites fautes et puis même peut-être influencer les arbitres, avoir gratté des petites fautes un peu plus facilement. Donc, c'est vrai que ça pourrait être l'une des clés de de cette rencontre. Passons à la je deuxième. Elle est cette ouais. fois en défense. Ouais, elle est toute trouvée. C'était intéressant ce que tu disais avec Colin Malcolm. J'espère qu'il sera là. Je vais m'expliquer. La défense de nos amis de Basconia, ça va être beaucoup du aider reprendre, de ne pas ouvrir de possibilités de drive de 1 contre 1 pour nos amis et surtout de cette possibilité de casser les lignes et, euh, et de s'enfoncer en diagonale dans la raquette. Malcolm le fait très bien. Donc ce serait super pertinent de pouvoir le voir à l'œuvre. Je pense qu'il va être très intéressant pour Paris. Euh, donc on va avoir besoin de ce type de joueur capable de casser les lignes et de se lâcher à l'intérieur de la raquette espagnole. Parce qu'on a des joueurs qui n'ont pas forcément, je dirais, le niveau d'agilité, de percussion de nos amis parisiens, mais c'est discipliné. En face, c'est très discipliné, donc il y a la capacité à pas donner de drive, pas de laisser passer l'épaule, d'aller aider, et donc du coup de potentiellement faire très mal et annihiler les attaques parisiennes sur des pertes de balles ou sur un stop, deux stops, trois stops, et d'envoyer au bois, enfin envoyer des gamins sur des vagues d'action comme ça. Donc c'est pour moi la deuxième clé du match. Et si Paris réussit à faire de la raquette de Badalone un gruyère, bah, je pense que le match est gagné. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. Malcolm a vraiment souvent, quand il est à 45 degrés à 3 points, il va feinter et essayer de pénétrer comme ça dans la raquette. Tyson Ward a un petit peu moins cette propension. Il aime plus un petit peu travailler son adversaire au poste avant de potentiellement se rapprocher du panier. Donc, Exact. ouais, c'est super intéressant. C'est là aussi peut-être un Justin Simons pourrait avoir son importance. Il commence Mhm. à vraiment monter en puissance avec Paris. Il a mis ses premiers 3 points contre Blois en championnat. Donc bon, ça m'étonnerait quand même que Badalone le défende derrière l'arc, mais ça pourrait, avec sa capacité à voilà son côté athlétique par rapport justement aux intérieurs de Badalone, ça pourrait être assez intéressant. Est-ce que peut-être pour rester sur le point de la défense de Badalone, est-ce que est-ce que Badalone va faire le choix de laisser complètement TJ Shorts ouvert à 3 points pour vraiment, comme tu le disais, un petit peu bloquer la peinture et essayer de faire un petit peu une muraille? Ou est-ce que peut-être plus globalement, parce que Paris shoot beaucoup à 3 points, mais des fois, bah voilà, je les ai cités, TJ Shorts, Justin Simon, c'est pas forcément les plus grands snipers. Est-ce que Badalone va peut-être se dire, ok, on fait un choix fort, on défend pas du tout le 3 points. Si Paris dans un bon soir, tant pis, ils passeront, ils sont favoris de toute manière. Mais s'ils rentrent pas dedans, potentiellement, on peut les avoir là-dessus. C'est super intéressant, mais je pense que ça nous amène clairement au troisième point qu'on avait identifié, hein, Mmh. à Oui, c'est savoir vrai. la capacité d'adaptation du coach. On en parlait en off, hein, Carles Duran, c'est une école espagnole, mais avant tout, moi je trouve que le plus important chez ce coach-là, c'est sa capacité d'adaptation. Je le trouve très fort, hein, on l'a vu en Copa del Rey ou en ACB. C'est que même face à des équipes Euroleague, eh bien, ça continue de jouer, de produire du jeu, et ça s'adapte énormément. Tu parlais de la défense du 3 points. Je trouve que c'est une excellente chose de l'aborder, puisque bah, en fait, Badalone, pour eux, ça va être de contrôler le rythme du match. Paris va vouloir l'emballer, eux vont vouloir ralentir. C'est de bonne guerre. Donc, quelque part, d'essayer de sacrifier au début.
le 3 points pour se dire, on récupère les rebonds avec, on va dire, un choix clair de récupérer des rebonds défensifs pour accélérer le jeu et aller marquer nous en contre-attaque, tout en réduisant, le rythme du match, du côté parisien et de permettre qu'ils s'emballent pas, ça va être un choix fort qui va être mis dès le départ. Voilà, c'est une conviction que j'ai. Alors on verra si le coach, ne le fait pas. Mais il aura ça en fait, dans sa manche et je pense qu'il sera capable de le sortir, au fur et à mesure. Puisqu'en plus il a le bon mélange je trouve, entre jeunesse et expérience ce coach. Donc sur un malentendu, tu peux avoir, un coach qui choisit, ce choix-là, qui voit que ça fonctionne pas trop parce que tu as un TJ Short, ou un Adirifi qui commence à planter comme un petit cochon en début de match et qui se disent: «Bon, eh bien, je change mon braquet, je mets, all-in sur une défense qui soit beaucoup plus souple, et large et qui s'adapte au fur et à mesure». Donc je pense que Thomas, ça va être compliqué pour lui de changer au fur et à mesure, son fusil d'épaule parce que Carles, lui, il a programmé ses joueurs pour ça et qu'ils sont capables de le faire et très bien. Malgré tout, sur le long terme, je pense que Paris a la capacité à accélérer, appuyer sur le frein, puis redémarrer, contrairement à Badalone qui a pas cette fougue en fait. Ils ont pas, ils vont être à réaction, les Espagnols, pour résumer mes propos. Voilà. Très bien et c'est vrai que c'était intéressant, ce point-là parce que nous, on pouvait avoir, en tout cas avec Flavien, Antoine, Théo, des petits doutes au niveau de l'adaptation en cours de rencontre de Tuomas Izzalo et Mmh. c'est vrai que le la Leaders Cup nous a plutôt pas mal rassurés par rapport à cela. Moi, j'ai trouvé notamment le fait, par exemple, de voir que, Mehdi Nguema est chaud, de lui donner des responsabilités dans les fins de rencontre. J'avais trouvé ça intéressant et puis, mine de rien, Thomas Isalo a l'avantage de l'effectif pour le coup sur cette match-up parce que à Paris, il y a des joueurs qui, là, au fur et à mesure de la saison, je trouve, arrivent à montrer d'autres choses justement et c'est là où il peut s'adapter. C'est en disant par exemple à Mikael Jantunen qui peut par exemple passer son match à chercher des cuts à l'intérieur et bah des fois de lui dire ok mon grand là t'es en réussite à 3 points vas-y shoot. J'ai en mémoire le match là en championnat contre Boulogne-le-Valois où, où Michael Antunen s'est transformé en Steph Curry où il a je saurais plus dire le nombre de tirs à 3 points mais il n'a quasiment que tiré à 3 points et c'est plutôt ça. Thomas Isalo a l'avantage de pouvoir s'adapter parce que peut-être il a des joueurs qui peuvent faire plus de choses. Il a un créateur de génie avec TJ Shorts, il a un bad shot maker comme Nadir Ifi qui peut un petit peu lui sauver les choses en fin de rencontre. Et c'est Ouais, peut-être là un petit peu la conclusion qu'on peut en faire sur ces clés de rencontre. C'est que oui, tactiquement, Badalone peut poser des problèmes à Paris, mais mine de rien, euh, à la fois, alors peut-être pas à l'intérieur où là Badalone a un avantage, mais à la fois sur les lignes arrière et sur les ailes, Paris a quand même l'avantage à la fois du nombre et également de la qualité par rapport à l'équipe espagnole. ouais. Je pense que tu as bien résumé, hein. S'ils arrivent, Paris a la capacité à emballer le match et faire en sorte d'accélérer, pousser, mettre des shoots compliqués. Ça, ils l'ont. Badalone, c'est différent. C'est plus académique. Ça va jouer sur des hooks autour du périmètre, de jouer en hub avec Tomic notamment. Et c'est académique, ça fonctionne, mais ça peut pas fonctionner tout un match. Donc ils le savent. Donc je pense que soit ils vont taper très fort et essayer de gérer derrière, soit sinon ils vont essayer de limiter et d'accélérer avec Andrew Andrews, avec Félix sur certains moments et derrière de cadenasser Paris. Donc c'est une vraie opposition de style, hein. Ça va être un match qui va être super intéressant et ce qui va compter très, très clairement pour moi, c'est les 5 premières minutes du premier quart-temps et le troisième quart-temps. Et là, on aura des vrais moments forts où on pourra se dire ah ouais, quand même, on a un coach qui connaît son effectif et sait comment réagir. Ouais, et surtout que Paris a fait des énormes débuts de rencontre en Eurocup, donc ce sera à voir si, à voir là comment Badalone peut un petit peu résister le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai que quand Paris commence très très bien, alors
y a souvent parfois des moments de relâche, ce qui est normal, mais ça pourra déjà être un gros indicateur, de comment pourrait se dérouler cette rencontre. Pour terminer sur ces clés de la rencontre, alors on va faire un petit changement, Corentin. J'avais d'abord noté forcément le duel un petit peu à la main entre TJ Shorts et Andrés Feliz, mais j'ai presque envie de changer parce que, parce que les 2 joueurs ne vont pas forcément défendre l'un sur l'autre. Hem, c'est très probablement Tyson Ward qui va défendre sur Andrés Feliz. Parle-moi d'abord déjà de cela. On l'a vu, Tyson Ward qui défend tout terrain sur les meneurs quasiment constamment cette saison, que ce soit en Betclic Elite, que ce soit en Eurocup. Est-ce que là, encore une fois, alors tu parlais un peu d'Andrés Feliz comme une sorte un petit peu de David Holston. Alors, Tyson Ward, il n'aura pas l'occasion de s'échauffer parce que contre Dijon, parce que David Holston ne sera pas là. Mais on se doute que malgré tout, c'est un profil que Tyson Ward peut un petit peu réussir alors peut-être pas éteindre complètement, mais peut vraiment contenir pour Paris. Alors, plusieurs choses. Alors j'avais parlé comme d'un profil à la David Holston, beaucoup moins de talent et un peu plus de physique, hein. Il y a de la viande. Un truc qui est sûr, c'est que la capacité de Paris, notamment, des joueurs que tu as pu citer, à défendre tout terrain sur lui, à lui mettre la pression, ça va bien le gêner. C'est pas un joueur, comme Pau Ribas, qui est dans le même effectif, qui va monter la balle, tranquillement, et qui va essayer de la faire tourner et d'organiser. Lui, c'est plus un profil où il va monter, s'il a une opportunité, mais il va le prendre, Pépère, il va pas se poser de questions. Donc, aller le déranger, aller le bousculer, aller lui faire péter des câbles avec des longs segments et des joueurs agiles, je pense que c'est une excellente solution. Et de l'autre côté, par rapport à Short, c'est ce qu'ils vont faire le Ouais. choix d'envoyer plusieurs joueurs se relayer, comme ça peut être le cas sur les forts meneurs pour un peu pour les épuiser justement, ou est-ce qu'ils ont un peu comme Paris avec Tyson Ward, ce fort défenseur sur qui ils peuvent envoyer, soit sur TJ Short, soit également sur Nadir Rifi selon les compositions des équipes à chaque fois, quoi. Je pense qu'ils vont alterner deux choses. Un, c'est de laisser jouer, mais de lui fermer, tu sais, ses shoots mi-distance qu'il affectionne. Mm. Typiquement parce que Félix le fait très bien en flotteur. Typiquement parce que Badalone maîtrise assez bien. A cette capacité à maîtriser les shoots mi-distance, que ce soit avec les petits ou les grands. Et donc, du coup, ils vont se dire bon, on sacrifie peut-être le shoot à 3 points. On va peut-être en laisser en prendre quelques-uns. Et sinon, euh, lorsque les cadres vont être fatigués, un Poribas, typiquement, il ne peut pas défendre tout un match sur TG Short. C'est strictement impossible. L'autre, il va passer l'épaule à chaque fois, il va lui faire la chansonnette. Et puis derrière, tu es exposé. Par contre, je pense que sur certaines séquences où tu vas avoir du short et du IFI en même temps, si ça a sacrifié le 3 points et que ça fonctionne pas, ils vont te faire rentrer deux jeunes et ils vont leur dire mais c'est simple, tu le coupes du ballon. Soit tu le coupes du ballon, soit tu défends très fort pour qu'il relâche la balle. Donc il va y avoir ces deux options en alternance. Et ça va être un beau challenge pour Badalone parce que très peu d'équipes l'ont réussi cette saison, Mhm. à part, on le mentionnait, le fait de laisser délibérément Shorts ouvert à 3 points. Il y a assez peu de, même quand on essaye justement de le priver de ses tirs à mi-distance, il a une telle capacité à, à se jouer de son défenseur, à le garder dans le dos, enfin Ouais. bref, même s'il est sur lui, il dit mon grand, je te shoot dessus, je te provoque une faute en prime et ça ira quoi. Il y a vraiment que cet aspect du 3 points, je pense, qui peut embêter les Parisiens et même un Nadir Rifi, lui, il est tellement, je le disais, ce genre de joueur qui met les shoots les plus difficiles au monde et qui presque est le meilleur quand il ne tente que des tirs durs. C'est difficilement défendable si Nadir Rifi dans un bon soir, t'as beau lui envoyer un petit peu n'importe qui, ça sera compliqué. Donc voilà, ce sera à surveiller. Mais voilà, Badalone a des pistes. Il va falloir compter sur un petit peu entre guillemets, de réussite, à contrario pour Paris, de non-réussite, pour qu'ils essayent de faire déjouer la machine parisienne. Et puis, on le disait, tu le disais, ce genre de match, soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. C'est un petit peu, il y a quand même, et c'est un aspect que Thomas Cizalo cite beaucoup, l'aspect de chance dans le basket dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais Oui. forcément sur 40 minutes. Alors, tu as dominé toute ta saison de Eurocup, tes 18 matchs, mais là, entre guillemets, ta saison, parce qu'après, demi-finale, finale, ça se jouera sur plusieurs matchs, donc forcément, comment dire, un petit peu la loterie, le hasard, il y en aura beaucoup moins de place, mais là, juste sur 40 minutes, potentiellement un peu plus,
Bah, là, l'aspect chance, il y en a quand même un petit peu. Donc, ça pourrait Ouais, également jouer. Non. Gran Canaria peut en attester, hein. Peu en a testé, Grande Canaria qui s'est fait éliminer par Beşiktaş. Et c'est pas non plus, entre guillemets, c'est pas non plus une grande surprise parce que Beşiktaş avait battu Paris cette saison, même s'ils n'ont pas fini très haut dans les classements du groupe. C'était quand même l'un des favoris, mais oui, Grande Canaria qui s'est incliné face à Beşiktaş. Pour le coup, c'était quand même une sacrée surprise. Et ben, on peut tout doucement finir en allant justement sur ce qui pourrait être la suite pour Paris. Paris qui va donc qui affrontera en cas de victoire le vainqueur du quart de finale entre Cluj et Londres. Donc voilà, de l'autre côté, les quarts de finale, ce sera donc Beşiktaş, on l'a dit, vainqueur de Grande Canaria, qui rencontrera l'Hapoel Tel Aviv. Et la JL Bourg qui affrontera les Ukrainiens de Prométhée. Qu'est-ce que c'est quand même plutôt un beau panel de quarts de finale, j'ai l'impression, Corentin. Là, le paysage potentiellement, ce que nous réserveraient les demi-finales puis la finale, c'est quand même les principales équipes d'Eurocup. Il n'y a pas tellement de surprises, là, à part Grande Canaria. Oui. Oui, oui, on est sur, j'allais dire du classico classique. Attention à Cluj. Alors, si tu veux, je passe de l'autre côté tout de suite sur le côté de Bourg. Ça va être très compliqué face à Prométhée. Beaucoup d'intensité, beaucoup de transition. J'espère de tout cœur que nos amis français vont passer. Ce serait génial. Une finale Bourg-Paris serait top. Et puis, ça viendrait récompenser des efforts de la JL, pardon, qui pour moi est un des clubs français qui travaille le mieux et le mérite amplement. Ouais, De ouais, l'autre ils auront côté, vas-y, je t'en prie. Vas-y, non, non, mais ils auront comme Paris l'avantage de jouer à Equinox. C'est ça. Et pour le coup, bon, voilà, pour le coup, eux, c'est une match-up un peu différente parce que c'est une équipe qu'ils n'ont pas rencontrée. Donc, bon, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés dans le championnat de France, notamment Oh Ronald oui, March, 3 saisons à Rouen, gros scoreur. Donc, voilà, ce sera surtout lui à surveiller. Eux, ils ont eu pas mal de changements en milieu de saison au niveau de leurs joueurs. Donc, bon, c'est pas non plus tout à fait comment dire, c'est pas la même équipe qu'il y a eu pendant toute la saison d'Eurocup, donc c'est pas non plus tellement évident à scouter. Mais bon, tu le disais, Bourg est un club qui travaille très bien. Donc je me fais pas de soucis sur le fait que comme Paris, ils prépareront très bien leur quart de finale face à Prométhée. Vas-y, tu voulais dire un mot encore sur Tel Aviv Beşiktaş. oui. Tel Aviv Beşiktaş, ça va être un vrai beau match, très spectaculaire, je pense. Malgré tout, ça va être très dur de se prononcer. Allez, je me mouille. Pour moi, ça va faire un upset de Beşiktaş qui va passer. Oh, Voilà. l'objectif de Beşiktaş. C'est donc la victoire de Oui. l'équipe de Kyle Allman, l'ancien parisien. Décidément, il y en a pas mal, des anciens parisiens là. Ouais. On en Ouais, a ouais. cité pas mal, Kyle Allman, et face à l'équipe de l'Hapoel Tel Aviv, oui, de l'Hapoel Tel Aviv, Ouais, effectivement. de Jalen Howard, le français. Ouais, Donc voilà, tout c'est part. pas facile hein, entre les Apoel, les Maccabi, les Tel Aviv et Oui, oui, Jérusalem en Israël. j'étais en train un petit peu de réfléchir, pas que je me mélange les pinceaux, parce que là, bon, les Israéliens, c'est qu'ils sont très fiers de leurs équipes, donc voilà, c'est pas le moment de faire des bêtises là-dessus. Donc voilà, merci Corentin d'avoir été avec moi pour cette preview de Badalone. On se retrouvera, alors peut-être pas nous deux, mais on verra pour le débrief du coup de ce quart de finale, que ce soit victoire ou défaite, on se retrouvera. Et puis en fonction de cela, voilà, il y aura d'autres previews, d'autres débriefs si le parcours de Paris en Eurocup continue. Donc je le rappelle, la rencontre ce sera jeudi 14 mars à l'Adidas Arena, 20h45 on sera le dernier tout simplement quart de finale à se disputer. Voilà, comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Paris, sur @ParisB-8 on air, et Paris Bibolonaire sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas également à nous laisser des commentaires sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et voilà, comme je le disais, alors il y aura un débrief général des rencontres de Blois, Gravelines et Dijon à venir en début de semaine prochaine. Et nous, donc, on se retrouvera pour le débrief du quart de finale d'Eurocup de Paris face à Badalone. Merci Corentin et à très vite tout le monde. Bye bye. À très vite. Ciao, ciao.